En 2023, je suis parti. Je voulais partir en Tunisie, c'était pour aller traverser, quoi. Traverser par la même Méditerranée comme ce que les jeunes là font maintenant, là. Oui, c'était pour aller en Italie. D'Italie, on allait essayer de rentrer en France. On est arrivé maintenant en Algérie, maintenant, vraiment, c'était pas facile. On essaie de travailler dans le chantier un peu. Quand les gendarmes là t'attrapent comme ça, ils prennent ton téléphone, ils prennent ton argent, tu vois. Puis ils vont aller te mettre dans une fausse prison là-bas. Où tu dors là, tu pisses là-bas. Où tu dors là même, c'est là-bas tu chies, tu vois. Quand c'est courant, ça peut te rendre malade même. Tu risques de mourir, tu vois. Chaque jour, je demandais à Dieu de me renvoyer dans mon pays. Chaque jour, je demandais à Dieu. C'est la seule prière qu'il faisait. Mes amis m'ont dit, allons, allons. J'ai dit, non, je ne peux pas aller. Non, allons, que tu as eu peur, tu es maudit. Allons, allons, on va traverser, on va rentrer en Europe. J'ai dit, non, moi, je reviens au pays. Je reviens au pays. Je ne peux pas prendre ce risque-là. Cette nuit-là, ils sont 13 à rentrer à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Impossible de filmer leur visage, seul Harouna Karamoko a accepté de raconter son aventure. Après des mois de calvaire en Afrique du Nord, cet Ivoirien de 27 ans a demandé un retour volontaire à l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. Ce qui me manquait le plus, ma famille, mon fils. Au fait, je voulais les voir le plus rapidement possible. Et puis, ma petite amie aussi, elle, perd à son âme, et elle est partie le 13 janvier. Je n'arrivais pas à croire qu'elle et moi, on causait par vocal. Et puis, tout d'un coup, on vient me dire qu'elle est décédée, tout ça. Là. Ah. Non, ça me faisait un peu bizarre. Il dit, non, attends, il faut que moi je rentre, je vienne voir qu'est-ce qui se passe réellement. Ma famille m'a dit de ne pas venir, ils m'ont dit de ne pas venir, mais moi j'ai dit je vais venir. Ils m'ont dit non, de ne pas venir, s'ils viennent, ils ne vont pas parler avec moi. Mais puisque eux, ils ne sont pas là-bas, c'est nous, on voit la réalité. Donc moi je suis venu, il n'y a rien dit à personne. Personne ne sait qu'ici là même. Longtemps, n'est pas mangé ça. Ils n'ont prévenu personne de leur entourage. Ils savent que ce retour sera vu comme un échec. On les appelle les maudits. Mais eux sont soulagés et espèrent un nouveau départ. Je me présente, je suis Nicole, agent de l'OIM. Ok, enchanté. Ça, c'est votre carte OIM. Voilà. Donc, c'est la carte qui nous permet de savoir que vous faites partie de nos bénéficiaires. Donc, lorsque vous allez nous appeler, nous contacter, ou lorsqu'on va vous contacter, on va vous demander souvent ces codes-là. Ça nous permettra de vous retrouver dans nos fichiers. Donc, normalement, si tu es d'accord avec toutes ces informations-là, tu signes là. Pour inciter au retour, l'OIM promet aux migrants une assistance financière. Quelques heures après leur arrivée, première désillusion. Étant déjà à Alger, à OM, on nous a dit nous allons recevoir des habits, téléphones, voilà, puis chaussures, et puis avec une somme de 160 000 francs. On nous a dit ça. Comme on a reçu 32 800, bon, ce qui a été dit là-bas, bon, comme on n'a pas vu là, donc c'est pour ça qu'on a dit, ah, on va vous expliquer ça. Oui. Ce que c'est ce que les collègues nous ont dit. Ouais, oui, c'est ce qu'on nous a dit là-bas, qui est arrivé ici sur le sol ivoirien. Le retour est amer. Face au mécontentement des anciens migrants, le représentant de l'OIM en Côte d'Ivoire plaide la bonne foi. Alors, oui, c'est compliqué pour les personnes de se retrouver dans ces différentes assistances qu'on peut fournir. Ces différences, elles sont difficiles à communiquer avec les migrants parce qu'eux discutent entre eux, ont des attentes particulières. C'est des programmes qui sont mis en œuvre depuis des années. Il faut comprendre qu'on a affaire à des personnes, à un public
qui rentrent souvent par défaut. C'est-à-dire qu'ils étaient partis de Côte d'Ivoire avec une certaine destination en tête, un projet, des espoirs d'une vie meilleure, différente. Et souvent, quand ils nous contactent, c'est un peu dans des circonstances où leur projet a échoué ou n'a pas pris le tour qu'ils espéraient qu'il prenne. Donc on a en face de nous des personnes qui sont frustrées et donc qui le manifestent en rentrant, et l'aide, quelque part, est jamais suffisante. Depuis 2017, le bureau de l'OIM en Côte d'Ivoire a organisé le retour de plus de 14 000 personnes. Mais il serait des dizaines de milliers à être revenus par leurs propres moyens. En périphérie d'Abidjan, l'immense capitale économique ivoirienne ne cesse de s'étendre. Jeanne d'Arc Zagoré a décidé de s'installer dans un de ces nouveaux quartiers en construction. Cette mère de 2 enfants a vécu 7 ans en Tunisie. Elle est revenue sans rien et a dû repartir de zéro. Ça va faire bientôt 4 mois aujourd'hui que je fais à manger aux maçons, aux personnes qui sont ici dans mon quartier. Il fallait du coup trouver quelque chose qui allait pouvoir nourrir et mes enfants et pouvoir moi aussi me nourrir. Tu viens me nettoyer tout de suite l'eau que tu as versée là. Bon, mes activités font vivre plus moi 6 personnes. Oui, bon, je dirais que depuis que je suis en Côte d'Ivoire, c'est un combat que je vis. C'est un combat, le combat de l'intégration, le combat de m'affirmer, le combat de m'affirmer en tant que personne, en tant qu'individu. Quand la viens bébé, faut me l'envoyer. En Tunisie, Jeanne d'Arc Zagoré s'est vue confisquer son passeport avant d'être séquestrée, puis vendue comme esclave à une famille tunisienne. À son retour, elle s'installe à Gagnoa, son fief familial au centre de la Côte d'Ivoire. Indésirable, elle s'en va et se retrouve à dormir dans la rue à Abidjan. Dans cette période difficile, seule sa mère est restée à ses côtés. Malheureusement pour moi, comme pour beaucoup d'autres migrants, ça n'a pas été facile parce que moi, je n'ai pas été accueillie par la famille. J'espérais en fait un autre accueil, mais malheureusement, c'est celui auquel je m'attendais que j'ai eu comme accueil. Un accueil froid, d'abord, après un accueil de rejet, parce que j'ai été rejetée par ma famille. En un mot, quand je suis arrivée, la famille n'a pas écouté en fait ce que j'ai vécu. Je n'ai même pas eu quelqu'un pour me poser la question de ce qui s'était passé là-bas, où j'étais et tout ça. Personne n'a jamais voulu savoir ce que j'ai vécu réellement. Quand on ne demande pas, on ne parle pas. Donc, ce qui m'a vraiment marqué, c'est le fait qu'on m'ait dit clairement que tu n'as rien foutu de ta vie lorsque tu es parti. On me l'a dit clairement. J'avais rien fait de ma vie. La pointe de l'espoir. Lorsqu'il y avait des réunions de famille, je n'étais pas invitée. Parce que, en résumé, lorsque tu n'as rien, tu es venu sans rien, qu'est-ce que tu peux apporter à la famille? Il y avait la cérémonie de mariage, de dot de mon aîné. Je n'ai pas été invitée. Le sentiment de honte, tant qu'on n'a pas atteint ces objectifs, on l'a toujours. Hein. Parce qu'on a certains objectifs qu'on se fixe afin de pouvoir être comme les autres. Lorsqu'on ne les a pas encore tous atteints, ce sentiment de honte-là, il existe. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je dirais en 4 ans, je ne suis pas encore retournée vers ma famille. Hein. Comme tu veux, madame. À quelle heure, Marc? Un nouveau quartier, de nouveaux voisins. Ici, Jeanne d'Arc Zagoré se sent bien. Voilà manger là-haut. Je dépose où? J'ai dit ici on sert, mais là ils sont occupés. Avec eux, normalement, c'est eux qui décident l'heure à laquelle ils mangent. Donc quand on termine, les mamites sont là. Au fur et à mesure qu'ils viennent demander à manger, on les sert. C'est comme à la maison. Parce que finalement, c'est des frères avec qui je vis, des personnes que j'ai adoptées, qui m'ont aussi adoptée. Personne ne sait rien sur ma vie d'avant. Personne ne sait qui j'étais. Identité camouflée.
comme ma fille a l'habitude de le dire. Lassine Bamba, enseignant-chercheur, est à la tête de l'AFSI, une fondation italienne engagée sur les questions de migration. Il s'est intéressé à ce phénomène d'exclusion des anciens migrants. Les jeunes qui partent pour la route de la migration font partie d'une stratégie familiale. Quand je dis stratégie familiale, parfois ils sont vus comme des investissements de la famille, comme des placements en termes de capital économique et social pour la famille. Mais imaginez-vous que cette personne dont on a financé le départ par association avec un objectif commun, social, communautaire et recherché, et que cette personne arrive sans réussite. C'est vu comme une personne qui a placé ses capitaux en banque et qui n'a pas été capable de générer un intérêt. Donc, par analogie, ce placement social s'attend comme une sorte de réinvestissement dans la communauté en termes financiers, économiques, mais aussi en termes sociaux et en termes psychosociaux. On dira par exemple, ah, le fils de X est arrivé de Paris, le fils de X, mais la fille de X est arrivée d'Italie. Ah, quel honneur pour la famille. Donc il y a cette perception de l'apport en termes économiques et aussi en termes de visage social, si je peux le dire ainsi. En Côte d'Ivoire, l'émigration vers l'Afrique du Nord et l'Europe est avant tout un phénomène urbain. Abidjan, la capitale économique, est la principale ville de départ et de retour. La deuxième place est occupée par Daloa, une ville carrefour au centre du pays. D'ici, des convois partent chaque semaine vers le nord pour rejoindre les grandes routes migratoires qui traversent le Sahel. Oui, allô? Oui. Dis-moi, c'est Carrefour Manioc, non? Ou bien rond-point? Oui, tu descends au rond-point Manioc, là, tu m'attends, là. Je prends 2 personnes, je viens tout à l'heure. Claude Tano a connu la vie de migrant et le retour douloureux. Il a décidé de créer une ONG, Diaspora Eboukayehu, pour venir en aide aux plus vulnérables. Depuis 2019, il sillonne les quartiers de sa ville pour rencontrer les migrants de retour et les candidats au départ. Il y a encore un jeune ici à Daloa qui travaille vers MTN. Je suis allé faire une sensibilisation dans une école Saint-Joseph. Et dans les échanges, le lendemain, il est venu me voir qu'il était prêt à l'instant T, les gars, de voir l'engouement. Mais à cause de tout ce que nous on a dit là, il a décidé de rester. Aujourd'hui, il travaille, il est là. Ce que moi j'aurais souhaité même, quand les migrants viennent comme ça, c'est vrai, dans un premier temps on peut les soutenir. Mais pourquoi ne pas les introduire tout de suite à travailler à quelque part? Et quand le migrant il arrive aussi, il a besoin de changer de milieu. Le fait de lui trouver un boulot, ça l'aide. Parce que quand il arrive là-bas, dans les nouveaux camarades, ils vont changer et il oublie le stress passé. C'est ce que moi j'aurais souhaité. Dans sa ville, Claude Tano prend des nouvelles de tous ceux qui sont partis à l'aventure. En colère, certains migrants de retour réclament au gouvernement les aides qui leur ont été promises. On a rempli des formulaires sur formulaires sur formulaires sur formulaires sur formulaires pour nous remettre encore l'argent. C'était du palabre. Et quand on a eu les 160 000, ils nous ont dit allez-y dans les villages, ça c'est un transport pour que vous rentrez dans les villages. On a déjà pris vos références. Dans 2 semaines, on vous appelle. 2 semaines, tous nous sommes rentrés à Daloa ici. Quel genre de dossier pour des gens qui sont venus en situation de détresse, qui n'ont rien? Ils nous ont fait faire des dossiers et jusqu'à présent, on continue de faire les dossiers. Sans rien. Sur les 120 pour le moment, on a eu 3 personnes qui ont eu l'argent. 2 filles, 1 garçon, qui ont pour le moment eu le financement du gouvernement. Et aujourd'hui, on a abandonné, on est livré à nous-mêmes. On est livré à nous-mêmes. Marie Godokwadja a passé près de 10 ans en Tunisie, avant de rentrer en 2022 avec son fils. Elle aussi se sent abandonnée.
On est fatigué. En fait, de toujours, on nous pose les mêmes questions. Ah, en Tunisie, c'était comment? Ah, vous avez vécu quoi? Oh, qu'est-ce que c'est difficile? Oh, mais il n'y a personne, il n'y a pas de solution. Il n'y a rien. Rien ne bouge. Il y en a plein qui sont retournés. Même, il y en a plein peut-être qui sont en train de se préparer à retourner. Donc il ne s'agit pas de dire aux gens, oui, écoutez, l'immigration clandestine, c'est pas bien, c'est mauvais, vous allez mourir. Mais les gens sont déjà morts. Dans leur tête, ils sont déjà morts. Donc ils s'en fichent de partir, d'essayer de continuer. En tant que mère célibataire, elle a pu toucher une aide d'urgence. Mais 18 mois plus tard, elle n'a plus rien et n'a plus la force d'affronter l'administration. Le lendemain, Marie Godokwadja donne rendez-vous chez elle. Bienvenue chez moi. Voilà, c'est ma petite villa à moi. C'est ici que je vis avec mon petit garçon de 8 ans. C'est ici que j'ai eu ma formation. Bon, voilà. Ma petite vie et mon petit chez moi. Voilà. Là, vous avez mes produits. Donc, ce sont que des matières premières pour fabriquer tout ce qui est cosmétique. Donc, gel douche, shampoing, crème, lait. Ce stade-là, je pense, je vais mettre... Ça, c'est l'acide de panique. Je me rappelle très bien que mon père m'a fait asseoir pour me dire c'est pas facile l'aventure, tout ça. Je n'écoutais même pas. J'étais prête à aller. Je n'écoutais rien du tout. Mais aujourd'hui, bon, avec l'âge que j'ai, je pense que c'est plus important pour moi. Le plus important, c'est mon bien-être. C'est le bien-être de mon fils. Je ne peux plus. Si je restais une seule minute de plus en Tunisie, je devenais folle. Impossible. Il y avait trop de choses. Des gens avec lesquels tu discutes aujourd'hui, qui sortent de la maison, qui te disent au revoir. Vous savez très bien que ceux qui voyagent ne disent jamais au revoir. Ils te disent jamais « Ah, je m'en vais demain pour prendre le bateau et traverser tout ça. » Mais le lendemain, tu entends « Ah oui, mais ta copine qui était avec toi, mais elle était dans le bateau, elle est restée dans l'eau. » Facilement comme ça. Moi, je suis restée 12 ans, imaginez-vous combien de personnes j'ai perdues. Si c'est ça l'aventure, non. Je pense que j'ai compris que le bonheur, c'est pas forcément l'argent. Peut-être que j'ai compris ça. Mais je sais pas pourquoi je suis tranquille, je suis bien, j'ai pas d'argent. Puis il y a mon fils qui est là. Il va bien, il est en bonne santé, il va à l'école. C'est ce que je voulais, non? Rentrer pour lui, pour qu'il aille à l'école. J'ai déjà ce que je voulais, c'est bon. À Daloa, lors de ses tournées quotidiennes, Claude Tano rend aussi visite à un public plus fragile. Les familles des migrants qui ont disparu. Ok. Salam alaikum. Ok. Bonjour. Bonjour. Ok. Avec Talani, on a activité le bon à Kata. Avec Tala, ne le villa. Wallahi, Allah. Nous, il a qu'à placer. Dara d'Agidro là-bas. Akoma, que me flatte même. Nous attaquons la main. Il est à sa domingue. Il est donc. Mohamed, le fils de Gefa Diomandé et Sanogo Mawa, est parti en 2017. Il a travaillé pendant 6 ans sur les chantiers en Algérie avant de se rendre en Tunisie. Enfin, mon fils, je te le dis, c'est un témoin, je te mets ici dans quelque chose. Dès qu'il était papa, tu le dis là. Dès qu'il est là, dès qu'il a fait un paquet, avec avait cassé. Avec Billy, avec Mali. On t'a cassé pour moi, pour parler de mots. Dès qu'il est là, à Woloba Flahine, les mains. Dès qu'il est là, à Woloba Flahine, les deux là. À Bolhafon. À Tara 2. À l'idée.
aka si o yɔrɔ la ka baara kɛ a ka baara kɛ fo n'a ka dɔnni sɔrɔ a b'a bila ka na d'a ma n'a ka dɔnni sɔrɔ a b'a bila ka na d'a ma o kɔfɛ a tola Tunisie le n ta denmuso premier nin ale sala o ta cɛ de bɛ nin ye denmuso premier dila nin ne ma o sala ka cɛdenni 2 le to cɛdenni premier nin a bolila tun k'ale bɛ taa y'a tonton kɔ ne ko ne sabali n bɛ to yan a ko ma n bɛna taa tonton kɔ den taara tugun a ka mɛn min kɛ ko nin ta den nana a ka wuli den taara kɛrɛfɛ bon su ka o tola yen ko u nana baton ta. La dernière fois qu'ils ont pu parler avec lui, c'était le 3 août 2023 au matin. Il embarquait sur un Zodiac pour rejoindre l'Italie. Ils sont sans nouvelles depuis. À l'été 2023, près de 14 000 Ivoiriens ont débarqué sur l'île italienne de Lampedusa. Mais combien sont-ils à tenter leur chance et à se retrouver coincés au Sahel ou à mourir en Afrique du Nord, dans l'antichambre de l'Europe? Comment expliquer tous ces départs pour un destin incertain alors que la Côte d'Ivoire est un pays qui connaît l'une des plus fortes croissances du continent? Faut-il y voir le signe d'une explosion des inégalités? Ce n'est pas l'avis de Gaoussou Karamoko. Ce n'est pas une question économique qui explique la migration en Côte d'Ivoire. En tout cas, pas essentiellement l'économie. Parce que les migrants arrivent à épargner, à payer les trajets de migration, qui parfois vont au-delà de 3, 4, 5 millions. Par contre, ce qui explique la migration, c'est cette bulle qu'on a construite qui fait croire qu'on peut vite s'enrichir de l'autre côté. On suppose qu'en France ou ailleurs, c'est plus facile d'amasser de la richesse qu'ici. Donc quelqu'un qui a une activité moyennement lucrative estime que s'il est de l'autre côté, rapidement il pourra avoir de l'argent parce qu'il y a une valeur qui est élevée. C'est la grande France, bref, il y a un ensemble de clichés qui accompagnent la migration qui fait que quand l'enfant revient, ou quand le jeune homme revient, sa famille n'accepte pas son retour. L'autre raison, c'est la question de l'emploi, qui est très très mal comprise. Quelqu'un qui a un permis de conduire en Côte d'Ivoire, qui conduit, comme on dit chez nous, un baka, un véhicule de transport ordinaire, qui a une petite maison qu'il arrive à payer, qu'il soit se nourrir décemment avec sa petite famille, vous dira que je ne travaille pas, je me débrouille. Parce que, un, il est dans l'informel, mais de deux, il estime, ça c'est l'imaginaire de beaucoup de jeunes Ivoiriens, il estime qu'il n'a pas un travail salarié au sens où, à la fin du mois, il doit passer en banque. Le fait de faire un travail libéral comme ça, dans son esprit, c'est encore de la débrouillardise, c'est pas du travail. Alors qu'il en vit décemment. Il faut pouvoir lui expliquer qu'il n'est pas le dernier de la société, il a une valeur, il a une dignité. Au contraire, il contribue au développement de ce pays. Il y a un discours qu'il faut lui tenir qui montre qu'il n'est pas un ringard, ce n'est pas un arriéré de la société. Mais ce sentiment de rejet est aggravé par les déplacements de population dans les villes. Autoroutes urbaines, ponts, immeubles d'affaires et centres commerciaux. La capitale économique ivoirienne, qui compte 7 millions d'habitants, est en pleine transformation. Pour construire, il faut démolir. Ici, on appelle ça le déguerpissement. À Atekoubé, une des communes d'Abidjan, un pont à péage sort de terre et menace les riverains. Sékou Sylla est à la tête de Colombivoire, une ONG qui accompagne les victimes des déguerpissements. 1 200 000 personnes sont concernées, soit un habitant sur 6. Il faut dire que les populations vivaient ici tranquillement, les populations n'avaient pas de problème. À la grande surprise de ces populations, ils voient le ministère qui vient les voir encore pour dire qu'ils vont les déguerpir. On leur a dit non, 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 il faut d'abord qu'ils soient indemnisés avant de partir. Quand ils sont allés aux négociations, ils avaient dit
qu'ils allaient partir aux négociations d'abord avant qu'on ne casse. Mais ils ont sauté les étapes, ils sont venus, ils ont surpris les gens, ils ont cassé. Mais si le prix du terrain même n'est pas dedans, avec ce qu'on te donne là, est-ce que tu peux t'acheter un terrain et puis te réinstaller? Donc ça fait que ça a divisé des foyers. En tout cas, les conséquences sont énormes. Même l'immigration dont tu parles là, ça fait partie des conséquences. Si on casse, la maman est au dehors, le papa au dehors, toi l'enfant, tu es obligé d'aller chercher de quoi venir secourir les parents. Ça, c'est une réalité. Il y a habité qui vient 10 communes d'habitants. Les quartiers précaires, 10 communes. Mon frère. C'était... Mon fils est parti, hein. Il avait combien? 7 mois à Zos, en Libye. Il m'a vu, il dit, papa, il dit, partez. Même si tu mords dans l'eau, là, c'est mieux. Votre fils? Il est parti. Hein? Il est parti. Présentement, il est en France. Présentement, il est en France. Ah bon. Donc, c'est comme ça. Mais on va rester dans misère, là, pourquoi? Donc, on a négocié pour maintenant même que l'argent qu'il nous propose là, mais c'est pas la peine. Hein? C'est pas la peine, ça ne peut même pas acheter un terrain. C'est combien? Mais pour moi, ici, c'est 3 533 433 francs. 3 500 33 433 francs. Avec 4 pièces. 4 pièces. En 2019, le gouvernement annonçait son objectif, déguerpir d'ici à 2025 les 132 quartiers précaires de la métropole. Voici des fauteuils. Voici des fauteuils. On vient casser des coins avec une mise en demeure de 48 heures. On casse des coins avec une mise en demeure de 48 heures sans être indemnisé. Et ils trouvent que c'est normal. Il faut mettre la vie des gens à zéro. Tu perds ta maison, tu perds tes objets, tu perds de l'emploi. Comment t'allais? Monsieur le juriste, donc on a plus. Du travail, Adama, Abdoul et Yaya passent leur journée à en chercher dans la commune voisine d'Abobo. Sans diplôme, ces 3 copains écument les chantiers dans l'espoir d'y être embauchés à la journée. Car pour financer leur départ, les candidats à la migration enchaînent les petits boulots. 9 emplois sur 10 proviennent du secteur informel, le moteur de l'économie nationale. Un matin de février 2023, le trio est monté dans un bus en direction de l'Europe. Bon, on est quitté Abidjan ici. L'objectif, c'était d'arriver en Tunisie et de traverser l'eau pour aller en Italie et arriver enfin en France. Mais on s'est rendu compte qu'au final, c'est pas facile. Bon, on a fait un embarquement. On était pick-up là, même plusieurs. Ils ont déposé les sacs, ils ont fermé ça avec bâche, ensuite mis filet dessus. Maintenant, on nous a dit de s'asseoir dessus. Maintenant, les 35 personnes, on s'assoit en rang comme ça. On nous a attachés maintenant avec la corde, puisque vraiment, ils risquaient pour ne pas qu'on tombe, quoi. Voilà, donc on nous a attachés avec la corde. Dans notre camion, il y avait une fille. Bon, le chauffeur, il a pointé l'arme sur la fille. Il dit, il va sortir avec elle forcément, sinon il la tue. Tu vois? Donc, elle était obligée de céder. C'est bon. La migration a été difficile et les souvenirs sont douloureux. Depuis leur retour, à peine 5 mois après leur départ, rien n'est plus comme avant. Les 3 copains s'ennuient. Les anciens employeurs n'appellent plus et les amis du quartier les ignorent. En général, comme ce qu'on voit, quand quelqu'un s'en va en Europe et puis après il revient, il a toujours des amis à côté. Et puis il a toujours des gens aussi, quand on les voit, on dit « Ah, voici un bénis, voici un bénis ». Lui aussi, souvent, il fait des gestes. Voilà. Mais le fait que tu t'en vas et puis ça n'a pas marché, ça devient autre chose encore. Voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, le trio n'a qu'une seule obsession, repartir. Souvent, on vient, on s'assoit, on cause. Bon, comment on va faire pour partir? Si on s'en va, comment on va faire? Mais le premier point d'abord, c'est d'avoir l'argent d'abord. Si on a pu avoir l'argent, si on voit que l'argent qui est chez nous, ça peut nous envoyer à quelque part. Voilà. Là, maintenant, on va décider quel jour maintenant partir.
par où on doit passer maintenant. Même s'il y a des imprévus, il y a des trucs inattendus, mais on sait un peu comment ça marche maintenant. Bon, en fait, la première fois, comme on le dit, chaque échec est une leçon de la vie. Voilà, donc, pour tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a appris maintenant, on sait comment maintenant ça marche là-bas, on sait comment ça faire des voyages, tu vois. Voilà. Donc, comment il faut payer maintenant, avec les passeurs, tout et tout. C'est comment? Il connaît. C'est comment elle maman? T'as beaucoup de cheveux maintenant. Et là, quand on était au Niger, il est tombé malade. Non, lui. Non, mais maintenant ça va. Ouais. Tu vois, ça va maintenant. T'as grossi. Tu vois, tu es là pour tout. Tu vas couscous là-bas au champion. Couscous là, c'est pas bon. Non, là, mais attends, nous on veut venir là-bas, c'est comme en route là-bas. Actuellement, il n'y a plus de refoulement, on n'attrape pas les gens, que les routes sont bonnes actuellement. Au quartier, le poids de l'échec est trop lourd pour ces 3 jeunes. Il faut prouver aux autres que eux aussi sont capables d'aller en Europe, que la malédiction a disparu.